Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien car nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre 1090, let's go! Franchement, il y a tellement de choses à dire vraiment et à un tel point que vous savez quoi? Préparez juste un petit truc à graille ou à boire et profitez de cette nouvelle vidéo riche en informations. Avant de commencer, et si vous l'avez manqué, on vous fait gagner cette incroyable figurine Portrait of Pirate de Luffy en Gear 5 d'une valeur d'au moins 200 €. C'est officiel, c'est gratuit pour vous, alors vraiment n'hésitez pas. En plus, c'est proposé avec amour par Jump Ichiban, le partenaire goodies One Piece de la chaîne. Et si vous souhaitez commander sur le site, vous avez des codes promo qui s'affichent à l'écran, c'est parfait. Comme d'habitude, on se retrouve également ce soir pour parler One Piece sur ma chaîne Twitch, alors je compte sur votre présence, ou si vous ne pouvez pas, retrouvez la rediff sur la chaîne secondaire. Voilà, donc les bros, je vous remercie, je vous invite quand même à liker cette vidéo pour soutenir le travail derrière, c'est toujours le meilleur moyen pour me soutenir directement. Et bien on n'a plus qu'à commencer. Allez, c'est parti. Ce chapitre commence avec un événement assez exceptionnel pour être noté. Luffy s'entretient avec le Gorosei. Oui, notre cher Luffy parlait avec ceux qu'ils devront bientôt vaincre. C'est marrant ça d'ailleurs, hein. Pendant ou juste avant l'arc où Luffy doit fumer un ennemi, il rentre en contact direct avec eux pour balancer son habituel « Je serai le roi des pirates, frère ». Alors c'était le cas avec Doflamingo, avec Big Mom, et à l'époque c'était carrément Sanji qui avait contacté Crocodile. Tout ça pour dire que ça y est, le contact avec ces deux entités a été établi. C'est encore un signe de fin, mais tranquille, on va pas pleurer, c'est rien, après tout c'est que One Piece, ça fait juste entre 5, 10, 25 ans que, pour certains, on vit avec cette œuvre. Bref, pendant ce temps, notre très cher Morgan's Big News écoute toute la conversation et dévoile ainsi comment il parvient à tout savoir tout le temps. Eh ben, il espionne, tout simplement. Alors c'est quand même, je trouve, assez dingue de se dire que ce n'est pas le gouvernement qui espionne, mais lui qui espionne le gouvernement, hein. Le petit escargophone qu'il tient dans sa main, ça s'appelle un escargophone noir et c'était déjà utilisé par Kizaru dans le chapitre précédent pour intercepter les communications. Du coup, c'est marrant de voir que leur propre technologie parvient à se retourner contre eux. Morgans a vraiment tout ce qu'il faut pour profiter de toutes les infos partout dans le monde. Enfin, partout oui et non. Si je comprends bien le concept d'intercepter une discussion, c'est que celui qui écoute la conversation entre deux personnes doit se trouver soit proche de l'un, soit proche de l'autre, soit entre les deux. En partant de ce principe, on pourrait ainsi suggérer que notre cher Morgan's Big News, à bord de son dirigeable et accompagné de Vivi et Wapol, se trouve être relativement proche de Egghead dans le Nouveau Monde. En effet, je doute qu'il soit du côté de Marie-Joise, sachant que Vivi et Wapol s'en sont échappés il y a plusieurs jours, voire semaines. Nous avons donc peut-être là une très prochaine et future rencontre entre Vivi et les Mugiwara, presque 900 chapitres après leur séparation. C'est beau. Pour revenir au centre de Egghead, Saturne explique les trois choses que le Gorosei souhaite récupérer et conserver. York, Punk Records et le réacteur nécessaire à la création de Mother Flame. Je vais pas vous expliquer pourquoi ils veulent tout ça, si vous avez lu les derniers chapitres vous devez le savoir. Par contre, j'ai vraiment cette sensation que le gouvernement mondial n'échouera pas entièrement dans son objectif pour une fois. D'habitude, vous savez hein, que j'ai du mal à les prendre au sérieux, hein, tant ils ont tendance à foirer leur plan, mais là, même s'ils ne parviennent pas à tout réussir avec succès, j'ai quand même l'intime conviction qu'ils parviendront au moins à récupérer York, signifiant que la prochaine fois qu'on la verra, ça sera en Tenryubito, mais également que son grand rêve de noblesse ne sera pas aussi doré qu'elle le pensait, puisque rappelez-moi ce qui se passe actuellement sur Marie-Joise. Eh oui, les réserves sont vides, ils n'ont plus rien à grailler si ce n'est des gâteaux, sauf que York la gloutonne par excellence qui emmagasine des kilos de nourriture par repas, soit elle va davantage creuser le gouffre des Tenryubito, soit elle va vite capter que c'est finalement pas si top de vivre parmi les dieux du monde. Petit moment marquant qui est tout de même à noter, Nami défend Robin lorsque la mention d'Ohara et sa destruction est faite par cette fameuse York. C'est la deuxième fois que cette scène apparaît pendant cet arc, c'est marrant et très juste, hein, et je me demande même si elle ne devient pas plus protectrice depuis que la prime de Robin a augmenté après Onigashima. Pas loin d'1 milliard de berries pour elle, c'est devenu une vraie target pour tout le monde, donc je comprendrai la fougue avec laquelle Nami protège sa Nakama. Surtout que, eh bien, elle est blessée. Il s'est bel et bien passé quelque chose de précis la concernant. Chopper et Atlas, qui l'accompagnaient la dernière fois qu'on l'a vue, ne sont pas autant blessés qu'elle. On s'inquiétait déjà dans le dernier chapitre en ne la voyant pas sur la page finale. Bon, finalement, elle était juste derrière Zoro, hein. Mais son état reste intriguant, car concrètement, elle n'est censée avoir rencontré aucun ennemi puisque tous les Séraphins étaient déjà en combat. Alors, soit elle a croisé Séraphin en coque après qu'elle ait pétrifié tout le monde, soit c'est son groupe qui a libéré Vegapunk en se rendant dans le sous-sol
puisque Atlas semblait avoir deviné où il se trouvait. Un combat entre York et Robin aurait donc eu lieu. Ce sont les deux seules possibilités que je vois, mais comme toujours, on ne le répétera jamais assez, l'ombre de l'équipage de Teach règne et pourrait être la cause d'un événement passé au futur sur Egghead. La suite du chapitre met brièvement en avant le Cypher Pole. On peut par exemple noter qu'à contrario de Marie-Joise, comme je l'évoquais plus tôt, Egghead est rempli de nourriture que les prisonniers du Cypher Pole ont dégusté avec grand plaisir. Mais au-delà de ce parallèle, c'est surtout celui de Punk Hazard qui va nous faire sourire, puisque les agents du Cypher Pole réagissent quasiment pareil que les soldats du G5 après que Luffy ait défait César Clown. C'est cool, c'est marrant, c'est absolument pas nouveau, et surtout ça prouve que personne n'arrive à résister à la magnifique aura émanant de l'équipage du dieu du soleil. Tous sauf Rob Lucci. Étonnamment, j'ai l'impression que lui ne va pas céder au charisme de Luffy comme les autres l'ont fait par le passé. On parlera davantage de ce sujet plus loin, parce que notre petit chef du CP0 semble avoir un petit plan en tête. Maintenant, venons-en au Séraphin. Et là, il y a des trucs très intéressants à dire, et ça commence avec l'espèce de bulle dans lesquelles ils sont enfermés. Il s'agit sûrement d'une bulle générée par le Bubble Gun de Lilith, c'est particulièrement puissant, grâce à ses propriétés proches du granit marin, affaiblissant donc tous les utilisateurs de fruits du démon. Ce qui est assez ouf, c'est que Vegapunk révèle avoir créé et amélioré les Pacifistas Mark III avec ce modèle, donc en plus de devenir quasiment indestructibles, ils deviendront insensibles face à une grande partie des utilisateurs de fruits du démon. Autant les Pacifistas de Kuma étaient très vite dépassés après l'ellipse, autant là c'est un sacré power-up que nous a proposé Vegapunk. L'autre truc vraiment intéressant, eh bien vous vous en doutez, plus que les bulles de savon, c'est ce qui se passe autour du Séraphin Hancock. Dans une évidence absolue, et telle que je me veux de ne pas l'avoir réalisé avant, le Séraphin d'Hancock semble avoir des sentiments pour notre cher Luffy. Et comme expliqué dans le chapitre, c'est grâce à cela qu'elle est parvenue à dépétrifier ses victimes. Ce comportement n'a pas été ignoré par Vegapunk qui se passionne pour cette découverte. De mon côté, j'ai l'impression que ça signifie deux choses. Les Séraphins n'obéissent pas qu'aux ordres directs et leurs sentiments peuvent les guider à faire ce qu'ils ne devraient pas faire, ce qui change absolument tous les concernant, les rendant ainsi beaucoup plus imprévisibles que l'on pouvait le penser. Mais par-dessus tout, Vegapunk dit que l'information de l'amour qu'a Hancock pour Luffy a été transférée par le facteur de linéage pendant le clonage. Ce qui veut dire que soit Vegapunk a récupéré l'ADN d'Hancock et peut-être de tous les Shichibukai pendant la guerre de Marineford, vu que c'est à partir de ce moment-là que Hancock était amoureuse de Luffy, vous suivez, c'est très simple. Alors je sais pas si ça sera le cas, mais ça m'a fait un petit peu penser à Dragon Ball Z avec la création de Cell qui puise ses origines de plusieurs guerriers après que le docteur Gero ait mis au point un petit robot qui collectait les cellules de ces derniers pour créer l'être ultime et parfait. Et à tout moment, Vegapunk a créé un organisme similaire mais davantage orienté sur les Shichibukai, ou alors il a vraiment récupéré les cellules des plus puissants guerriers de la guerre de Marineford et un jeune barbe blanche refera surface, voire même Luffy ou Ace. Mais finalement, ça me fait poser une autre question, si Vegapunk a recréé les Shichibukai, ne pourrait-il pas recréer les amiraux aussi? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas l'avoir déjà fait? Bon, on va commencer à partir un petit peu loin, je m'arrête ici car j'ai aussi une possible autre explication concernant Hancock et son amour envers Luffy. Si c'était tout simplement dans ses gènes, que c'était son destin et qu'elle n'y peut strictement rien. Certes, à l'origine, Hancock n'avait aucun sentiment envers Luffy, mais ça a vite changé quand elle a découvert sa véritable personnalité. Finalement, le Séraphin aurait vécu la même chose, indifférente jusqu'à s'en adoucir. Du coup, c'est tout ou rien. Soit c'est la preuve parfaite que l'ADN récupéré date de l'époque de Marineford, soit que Hancock, quoi qu'il arrive, est destiné à aimer Luffy, ce qui est plutôt beau, je dois l'avouer. Alors, soit c'est les deux, aussi ça marche très bien. Allez, on passe à la suite avec le fameux mot de passe que York a mis en place pour sécuriser et bloquer le Dôme Frontière. Apparemment, il est possible pour elle et les Vegapunk de ne communiquer que les informations qu'ils désirent et garder d'autres personnellement. Du coup, ça a totalement changé ma vision des satellites. C'est normal que York soit totalement parti en couille, parce que Vegapunk a fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a offert son intelligence à des créations dont il n'a pas l'entier contrôle. Les satellites sont de véritables bombes à retardement et je trouve ça étonnant que Vegapunk n'ait pas pu prévoir une trahison, surtout en leur permettant d'avoir accès à des secrets pareils. J'ai donc strictement aucun doute sur le fait qu'ils réussiront à récupérer le mot de passe de York, car ils ont malgré tout la même intelligence et surtout la même forme de logique, mais je me demande quand même si les satellites ne sont pas destinés à disparaître. Je me demande également si chacun des satellites ne représente pas chacune des émotions et traits de caractère de Vegapunk, ce qui ferait de York un désir profond et isolé, du Vegapunk originel d'être lui aussi un Tenryubito. Parce qu'il y a vraiment un trait de la personnalité de Vegapunk qui revient sans cesse, et ce depuis ses tout
toute première mention, le besoin d'argent. Vegapunk a désespérément besoin d'argent et de fonds. Alors est-ce que c'est vraiment pour vivre dans l'opulence? Non, ça n'en a pas l'air, c'est principalement pour avoir les ressources nécessaires pour construire tout ce qu'il veut. Ça doit venir de son enfance sur Bajimoa, où le manque d'argent l'empêchait d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'île. Désormais, il ne va que là où l'argent coule à flot, comme il semblait le sous-entendre à Dragon il y a 22 ans sur Ohara en disant qu'il ne rejoindrait pas l'armée de la libération puisqu'ils sont pauvres. Voilà. Nous pouvons donc comprendre et en conclure que York a hérité principalement de ce fort désir de richesse, mais à contrario du Vegapunk originel, ce n'est pas pour aider son prochain, mais pour son unique plaisir. Pas sûr que ça apporte quoi que ce soit à l'histoire ou à votre lecture, mais bon, j'y pensais depuis quelques temps, alors tant qu'à faire, autant vous en parler. Pareil, autre remarque qui ne servira peut-être pas à grand chose, mais je trouve important de noter à quel point l'équipage n'est pas inquiet de la situation actuelle. Ils rigolent, ils chantent, bref, ça se voit qu'ils sont devenus un équipage d'empereurs. Ils ont tous pris une confiance colossale. Pourtant, la situation, elle est vraiment critique, ça touche la marine, le gouvernement, les Tenryubito, mais non, ça va. Plus le temps passe et moins ils sont affolés. Ce qui est évidemment normal, hein, mais toujours bon à relever pour constater l'évolution de notre équipage préféré. Ok, donc là on arrive à l'un des gros morceaux du chapitre désormais, les Mugiwara iraient en direction de Elbaf. C'est ce qu'a en effet laissé sous-entendre Vegapunk. Leur objectif est bien de quitter l'île et leur prochaine destination serait l'île des géants ne se trouvant pas si loin d'ici. Leur plan, il est simple, utiliser le coup de burst du Sony pour survoler les ennemis et ainsi voler tout droit en direction d'Elbaf, surpassant en vitesse la marine. Ok, donc ça c'est cool, hein, mais Oda, t'en fais quoi de ma théorie là de Egghead qui se déplacera aussi, hein? T'as pensé à ma street cred? Hein, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer les bros. Moi je suis pas d'accord. Bon, allez, on va quand même analyser ce passage, mais j'ai un petit somme là. Alors, pour ce qui est d'un futur arc sur Elbaf, j'ai strictement aucun problème avec ça. Au contraire, depuis le temps que ça nous est teasé, c'est littéralement impossible à mon humble avis que les Mugiwara n'y fassent pas un tour et par extension qu'ils ne découvrent pas un problème qui ronge le pays que Luffy devra résoudre. Vous voyez le scénario habituel des arcs de One Piece. Surtout que l'arc de Egghead a mis en place quelque chose de très important autour d'Elbaf, la conservation des livres d'Ohara par Zoro. Ce qui fait d'Elbaf un arc non plus centré sur Usopp comme ça l'était à l'époque, mais aussi et surtout sur Robin et Luffy. Usopp pourra découvrir ce pays qui le passionne tant, Robin pourra retrouver Zoro mais également les anciens ouvrages d'Ohara, et c'est ce qui va aider par extension Luffy à atteindre l'Aftel, l'île finale. Donc oui, très clairement, Elbaf est devenue vraiment intéressante par Egghead. Auparavant elle était hypée pour la nostalgie puisque c'était l'une des premières îles utilisées par Oda, mais maintenant c'est devenu une destination importante à part entière. Sans oublier le prince Loki qui cache beaucoup de mystères. Bref, de toute façon une telle terre de légende se devra d'être visitée par les Mugiwara, peu importe l'ampleur que prendra cet arc, et je ne serais donc pas étonné qu'il débute juste après Egghead. Et non, Shanks n'y sera pas puisqu'il est censé être déjà parti. C'est lui-même qui l'a dit, voilà. Maintenant, pour la façon de s'y rendre, je dois avouer ne pas comprendre un point de ce chapitre de Vegapunk et donc de Oda. Vegapunk est l'homme le plus intelligent du monde par les informations qu'il peut stocker dans son cerveau après avoir mangé le Nomi Nomi Nomi. Ce même cerveau dont il a dû se détacher suite à la masse importante qu'il prenait et qui a dû le stocker sur Egghead, plus précisément dans le Punk Records, pour s'en servir comme ordinateur central. Ok, ce même Punk Records est aujourd'hui l'un des objectifs de récupération du Gorosei pour la simple et bonne raison qu'il contient tout ce qui fait de Vegapunk, eh bien Vegapunk quoi. Là je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ce raisonnement était d'ailleurs tellement ancré dans mon esprit que ça en est devenu l'argument central de ma théorie sur l'envol d'Egghead dans les airs. Bah oui, le Punk Record serait si important pour l'humanité que Vegapunk ne le laisserait pas tomber entre les mains du gouvernement et s'enfuirait donc avec lui. Une logique somme toute évidente. Sauf que là, actuellement, Vegapunk semble n'en avoir plus rien à péter. En tout cas, si on prend la situation actuelle telle qu'elle est actuellement, que ce soit les séraphins, les satellites morts ou même juste son putain de cerveau, rien n'a l'air de le contrarier plus que de quitter l'île Fissa. Après, faut prendre en compte qu'on n'a pas les 12 ou même les 16 dernières heures, on ne sait pas ce qui s'est passé, ni ce qui s'est dit, mais pour l'instant, je suis quelque peu intrigué et c'est pas forcément à cause d'une théorie qui se valide ou pas. Ça non, j'ai l'habitude de toute façon. Bref, très hâte de voir le déroulement final d'Egghead. Je crois avoir rarement eu autant hâte d'ailleurs parce qu'il nous est teasé depuis très longtemps et je trouve cet arc particulièrement imprévisible. Donc vous pouvez pas savoir à quel point je suis hype du dénouement final. On passe à un autre point et non pas des moindres, Bonnie ne veut plus tuer Vegapunk. Après avoir tenté par tous les moyens de le faire durant tout l'arc, elle semble avoir renoncé à son objectif, ce qui étonnera beaucoup Luffy. Personnellement, ça ne m'a pas choqué, mais un petit doute subsiste. À mon avis, elle a simplement changé d'avis après
après avoir découvert tout le passé de son père. Elle a compris pourquoi et comment Kuma s'est donné au gouvernement et quel a été le rôle de Vegapunk dans cette histoire. Ça c'est le scénario basique, hein. Mais il y a une suite. Rappelez-vous ce que je scande à chaque review depuis chaque chapitre, depuis 5 mois. Faites attention à tout le monde. Avec Katarina Devon qui est possiblement sur l'île et sa capacité à prendre forme et l'apparence de n'importe qui, tout le monde est suspect. La réaction de Bonnie, même si elle est parfaitement normale, peut aussi être suspecte. De plus, et ça on l'omet quand même beaucoup je pense, mais si Katarina Devon est si dangereuse, c'est pour son fruit du démon du Kitsune, la rendant capable de se transformer en n'importe qui, comme elle nous l'a montré avec Absalom. Le problème c'est que il s'agit là d'un Zoan mythique, et les Zoan mythiques ils ont souvent plusieurs pouvoirs autres que celui avec qui il est présenté, la preuve avec Luffy, hein. Bref, si on se penche vite fait autour des pouvoirs du Kitsune, on apprend qu'il a beaucoup de capacités comme par exemple de créer des illusions chez des gens ou manipuler leur esprit, voire même utiliser certains pouvoirs élémentaires. Si je reste dubitatif sur ce point là, hein, je le suis beaucoup moins sur tous les autres. Devon aura sûrement une autre capacité que seulement prendre l'apparence de quelqu'un, sinon on aurait là juste la simple et pâle copie du Mane Mane de Bon Clé. La manipulation mentale est incontestablement un puissant pouvoir qu'un Kitsune posséderait et qui serait parfaitement à la hauteur d'un Zoan mythique. Surtout que ce soit Luffy ou Bonnie, ils sont très facilement influençables avec la nourriture, donc ça pourrait devenir un véritable point faible. De toute façon, c'était clair et net que Katarina Devon allait plonger tout le monde dans la paranoïa. Chaque chapitre, on va trouver un moyen de remettre le sujet sur le tapis sans même qu'elle apparaisse. C'est dingue et ça va continuer jusqu'à ce qu'elle fasse une dinguerie et qu'on n'aura pas prévu. Je passe du coq à l'âne, mais maintenant on va reparler brièvement de Rob Lucci comme promis, puisqu'on arrive au moment où Kizaru nous révèle que ce dernier a fourni des informations précieuses sur la situation interne d'Egghead, ce qui explique pourquoi il se parlait à lui-même au début. Donc ce n'est pas l'entièreté du Cypherpole qui se rebelle contre les Mugiwara, mais bien que Lucci. Alors j'ai un peu cette sensation de voir en lui Bellamy, hein, qui ne pouvait accepter à l'époque que Doflamingo le prenait pour une grosse merde. Alors même si je pense que Lucci a essayé très clairement de faire son travail, même si le monde entier est contre lui, j'aime bien me dire qu'il essaye peut-être de saboter l'attaque du gouvernement mondial en donnant des informations erronées. Lucci est pas facile à cerner, il a clairement un caractère plus spécial que les autres et lui-même l'a dit, il ne reconnaîtra jamais Luffy en tant qu'empereur, ce qui rend très difficile de savoir jusqu'où s'arrête sa coopération avec l'équipage, même si pour le coup je voudrais bien qu'il renonce au gouvernement mondial pour former un équipage d'agents du Cypherpole abandonné et déconsidéré par les autres autorités. Bon, on arrive au final de ce chapitre. Kizaru débarque sur Egghead en personne, affrontant son neveu Sentomaru, pendant que Luffy sent l'apparition d'un personnage très puissant. Voilà. Juste ça. Bon, alors on va faire comme depuis le début de cette review et continuer dans l'ordre chronologique des choses. Sentomaru fait preuve d'une très grande force en bloquant l'attaque directe de Kizaru. Alors, la ténacité de Sentomaru, ça ne m'étonne pas tant que ça, hein, puisque depuis son introduction, il a toujours été montré avec une excellente garde. D'ailleurs, au chapitre 511, il s'était également vanté à 2 reprises d'avoir la meilleure garde du monde. C'est pas nouveau et ce n'est donc pas pour rien qu'on l'appelle le garde du corps de Vegapunk, hein. Bref, son niveau est très bon, c'est incontestable, tout comme son utilisation du Haki, et même s'il n'a aucune chance de vaincre Kizaru, il n'est pas à sous-estimer. Surtout que Kizaru n'est pas en avantage ici, outre se trouver en territoire ennemi, ces mêmes ennemis connaissent parfaitement ses pouvoirs. Du coup, cette réflexion m'a fait penser au chapitre 1062 avec le gant à pression lumineuse qu'utilisait Atlas pour interagir physiquement avec les hologrammes et par extension avec la lumière. Je pense que ça sera utile d'une certaine manière et peut-être permettra au Vegapunk de contre-attaquer face à Kizaru ou même à le neutraliser quelques secondes. Si ça ne suffit pas, ça sera à notre très cher Luffy de passer à l'action. Et si nous vivons enfin le moment tant attendu depuis des années, celui d'un vrai combat entre un amiral et Luffy. Surtout que Kizaru n'est pas n'importe qui, il était celui à l'origine de la plus grande défaite des Mugiwara sur l'archipel des Sabaody. Il est à l'origine d'un traumatisme ce mec. Avec Sentomaru et les pacifistas, l'équipage ne pouvait rien faire face à tous ces monstres. Et sans l'intervention de Rayleigh et Kuma, qui sait ce qui aurait pu se passer? Maintenant que Luffy a la puissance pour l'emporter sur un amiral, en considérant tout ce qui s'est passé autour de la défaite de Kaido, ne serait-il pas l'heure à la vengeance? Car si on reste dans une certaine logique, Kizaru n'est pas censé rester tout l'arc à combattre Sentomaru. Son objectif est de secourir York qui se trouve avec les Mugiwara et par conséquent, un combat a de grandes chances d'avoir lieu. Alors j'aimerais bien voir un Zoro ou un Sanji contre Kizaru pour le retenir et tout, mais vu la réaction de Luffy, j'ai davantage la sensation que ça sera lui qui s'en occupera et peut-être que le Sunny partira sans lui et que j'aurai enfin la confirmation de la théorie Luffy qui se fait capturer. Wouhouhou. Écoutez-moi bien les gars, tant qu'ils sont pas partis de Egghead, tant qu'ils sont pas partis de cette foutue île, j'y croirai. J'y croirai, d'accord?
Bon, pour en revenir à ce fameux combat de Luffy et Kizaru, j'ai la sensation qu'il aura lieu. Oda peut totalement choisir une voie différente, aucun problème là-dessus, mais j'ai le désir de voir ce que peut faire Nika contre un Logia. C'est vrai que jusqu'à présent il a combattu que des Zoan, mais qu'en est-il des fruits du démon intangible? Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fameuse scène de Luffy attrapant un éclair en Gear 5. Si elle est parvenue à cette prouesse une fois, il pourrait faire la même avec le pouvoir du Pika Pika no Mi et intercepter Kizaru et ses rayons lumineux. Par souci de sacrifice, Luffy est en tout cas totalement capable d'engager un combat maintenant pour sauver son équipage comme il a fait face à Rob Lucci. Luffy va devoir affirmer son rôle d'empereur, il va devoir montrer à quel point il est dangereux de s'attaquer à lui, son équipage et ses territoires. Pour l'instant, les Mugiwara sont trop sous-estimés dans le monde de One Piece, que ce soit le CP0 qui ose les attaquer ou même Kizaru qui pourrait enclencher un combat contre lui. La suite sera importante, pour autant l'issue est imprévisible. Les Mugiwara vont-ils vraiment engager une attaque contre la marine, un amiral et un membre du Gorosei? Vont-ils s'échapper ensemble comme le prévoit leur plan? Eh bien nous ne le saurons pas avant 2 semaines. One Piece est en pause dimanche prochain, mais ne vous inquiétez pas, une assez grosse vidéo est prévue, alors n'hésitez pas à vous abonner les frérots. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette review vous aura fait passer un bon temps et passer une agréable semaine. Peace et à ce soir.